Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il démissionne à 18 mois de la fin de son mandat pour respecter scrupuleusement la constitution de son pays. Le président du Botswana, Ian Khama, a volontairement cédé ce dimanche 1er avril le fauteuil présidentiel à son vice-président Mokwezi Masisi, se conformant ainsi à la constitution de son pays, le Botswana, qui limite à 10 ans le règne des présidents. L'homme est un exemple de démocrate et son pays, le Botswana, est régulièrement cité comme exemple de bonne gouvernance. Alors, quel regard porté sur la gouvernance du président Ian Khama? Comment se porte le Botswana sous sa présidence et surtout quels sont les défis prioritaires de son successeur? Trois invités avec moi pour en parler. Madame Chantal Nina Kouo, vous êtes diplomate indépendante, spécialiste de la diplomatie non étatique et de la diplomatie économique. Vous êtes écrivaine aussi et universitaire. Vous êtes l'auteur de ce livre que j'ai entre les mains, Diplomate indépendant, émergence d'un statut, la dynamique des diplomaties non gouvernementales à l'orée du 21e siècle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un livre publié aux éditions La Montagne. Merci à vous, madame. Kewin Maïzo, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler du Botswana, votre voisin, puisque vous êtes de la RDC. Gaspard Hubert Lonsi Coco, vous êtes vous aussi analyste politique, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Les figures marquantes de l'histoire de l'Afrique plutôt subsaharienne, publié aux éditions L'Atelier de l'Égrégore. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Il y a une vie après le pouvoir et j'ai beaucoup de projets à l'avenir. C'est en substance les propos du désormais ex-président du Botswana qui a souhaité ce dimanche 1er avril à son successeur bonne chance. Alors, quel regard porter sur la gouvernance de celui dont le nom restera désormais gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire politique de son pays, le Botswana? C'est un sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. Au Botswana, l'ancien président Ian Khama a créé l'événement ce 31 mars 2018. Il a abrégé son bail à la State House de Gaborone, une belle surprise que même son peuple a du mal à accepter. L'ancien chef d'État botswanais a quitté son fauteuil présidentiel à 18 mois de la fin de son second mandat. Il laisse ainsi sa place à son vice-président Mokwezi Masisi, investi ce dimanche 1er avril 2018. Son souhait, se retirer complètement de la vie politique. J'étais un soldat, je n'avais aucun intérêt à entrer en politique et j'ai plein de projets pour l'avenir, très loin de la vie politique. Mon prédécesseur, Feitus Mogae, a dû me persuader de prendre le relais en 2008. Maintenant, les Botswanais m'ont convaincu que je dois abandonner la politique avec tous ces animaux qui m'ont été offerts. L'ex-militaire, fils de Seretse Khama, le père de l'indépendance et premier président du pays, a été élu en 2008, puis réélu en 2014 pour 2 mandats, la limite fixée par la constitution du pays. Au Botswana, les mandats présidentiels sont déconnectés des cycles électoraux, ce qui signifie que la limite de mandat du président Ian Khama expire plus d'1 an avant les prochaines élections prévues en 2019. Pour dire adieu à son peuple, l'ancien président Ian Khama a visité 57 circonscriptions du Botswana avant son départ. Le pouvoir est définitivement remis au vice-président Mokwezi Masisi lors d'une cérémonie nationale d'investiture. Ce dernier devient le 5e président du pays depuis l'indépendance. C'est avec humilité que j'accepte l'immense responsabilité d'être nommé le 4e président de la République du Botswana. Je prendrai mes fonctions sur les respects de la Constitution et de la loi pour assurer la sécurité nationale, la bonne gouvernance, la paix et la prospérité. Je renouvelle ma gratitude à mon Excellence le Dr Ian Khama pour les énormes services qu'il a rendus à notre pays, le Botswana, et à nos citoyens ces dernières années. Le Botswana, parfois nommé la Suisse de l'Afrique, est le premier producteur mondial de diamants en valeur absolue, pays le moins corrompu devant des pays européens comme l'Espagne et l'Italie, avec l'une des économies les plus prospères et souvent présentée comme un miracle africain. Grande comme la France, mais 30 fois moins peuplée, avec 2,2 millions d'habitants,
Le pays jouit d'une bonne gouvernance depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1966. Depuis son arrivée au pouvoir en 2009, l'ancien président Ian Khama, qui était parfois décrit comme autoritaire et austère, avait pour objectif premier de faire du Botswana un pays prospère à tous les niveaux, la réforme de l'éducation, l'amélioration du secteur de la santé, le développement des infrastructures, mais aussi et surtout, il a voulu doter du pays d'une économie diversifiée pour contrer l'extinction probable des réserves de diamants en 2025. Depuis la découverte de ces minéraux, le pays a pu les utiliser sans s'arrêter et l'impact sur l'économie du pays est grand. Depuis notre indépendance, nous avons toujours connu une croissance en hausse, sauf peut-être pendant la période de récession mondiale. L'homme fort du Botswana se retire ainsi de la vie politique. La rigueur dans sa gestion du pays a été louée par tout un peuple. Ce retrait prématuré montre la maturité de la démocratie botswanaise. L'ancien président Ian Khama a toujours été contre la décision des dirigeants africains de rester au pouvoir après la fin de leur mandat. Une belle image à la fin de ce sujet. On voit un président célébré par son peuple qui lui dit merci. Merci pour le service rendu et qui lui souhaite bonne continuation. Kewin Maïzo, quand on a été homme de pouvoir, c'est rare d'avoir un tel détachement vis-à-vis du pouvoir. Un détachement tel que l'affiche le président, le désormais ex-président Ian Khama. C'est rare, mais c'est faisable parce que lorsque je vois le président Khama, j'ai une image qui m'arrive en tête. C'est l'image de Jerry Rawlings. Ils sont tous les deux britannico-africains parce que lui aussi, il est métis, donc il a une maman britannique. Ils sont tous les deux militaires. Oui. Et ils ont grandi dans une colonisation qui a créé en Afrique des rapports un peu particuliers avec le pouvoir. Parce que la colonisation belge, la colonisation française, la colonisation lusophone n'est pas la colonisation britannique. Donc, ceux qui sont dans des pays britanniques ont une certaine éducation, un certain rapport avec le pouvoir que tous les autres en Afrique n'ont pas. Et puis en Afrique australe, c'est un peu plus particulier. Ils sont restés colonisés un peu plus longtemps. Et ils ont, si on regarde leur chefferie, leur éducation traditionnelle, c'est des personnes qui sont à la fois proches du peuple et très détachées vis-à-vis du pouvoir temporel. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Alors quand vous dites Afrique australe, on parlera du Zimbabwe à côté qui n'est pas du tout, qui n'affiche pas du tout la même... Alors dans ce cas, il y a une précision à faire. Il y a deux pays particuliers en Afrique australe. C'est la Namibie et le Botswana qui sont indépendants sans l'être réellement. La Namibie, c'est une Allemagne en miniature parce que les Noirs sont restés à carreau, ils n'ont pas revendiqué plus. Les Botswana, c'est entre guillemets, un protectorat britannique. Jusqu'aujourd'hui, les autres pays ont acquis leur indépendance par les sangs, par la guerre. C'est très différent. Mais ces deux pays-là, c'est... L'indépendance, c'est sur le papier. Hein. Si on regarde la Namibie et le Botswana, l'indépendance... L'indépendance sur le papier, ce n'est pas seulement spécifique au Botswana, mais ça, c'est un autre débat. Madame Kouo, c'est vrai que c'est l'histoire qui explique, en l'occurrence, l'histoire personnelle de ce président qui explique qu'à un moment donné, il puisse effectivement observer ce détachement vis-à-vis du pouvoir et même démissionner à 18 mois de la fin de son mandat, alors qu'il avait la possibilité de rester jusqu'aux prochaines élections. Tout à fait. Mais en fait, c'est une tradition au Botswana. Depuis l'indépendance du Botswana acquise en 1966, le tout premier président, qui se trouve être le père de Ian, il porte d'ailleurs le même nom, Seretse Ian Khama, était le président. Et depuis, il avait été élu 2 fois. D'ailleurs, tous les présidents qui se sont succédés ont été réélus. Oui. Et ce que marque Ian Khama, c'est que lui, il démissionne à 18 mois de la fin de son mandat officiel. C'est la seule, l'une des nouveautés qu'il apporte. Oui. Donc, ils sont vraiment dans une maturité démocratique. Mais c'est une tradition. C'est une tradition, Botswana. Et ce qui marque aussi son mandat à lui, c'est que ayant été un soldat, enfin un lieutenant,
il avait donc une certaine rigueur dans la gestion de son pays, et que même... Bon, il y a dans d'autres pays des militaires qui sont au pouvoir. Oui, moi je parle du Botswana. Oui, on va rester d'accord. Non, la théorie vaut que pour le Botswana. Parce que nous étions étonnés pourquoi... Enfin, c'est pas... Il rentre dans une tradition qu'il a respectée et il a ajouté une touche supplémentaire de partir même avant la fin de mandat pour bien organiser donc la passation de pouvoir etc. Donc ça a été un geste salué. Monsieur Lonsi Koko, on ne peut pas ignorer que le président Ian Khama est conscient de l'image ou du message qu'il renvoie au reste du continent, puisque quelques temps avant sa démission, il a appelé deux de ses homologues à respecter l'état de droit et la démocratie. Il sait que c'est un message qu'il porte, c'est une image qu'il renvoie au reste du continent. Oui, tout à fait. Vous venez de le souligner que le fait d'être militaire n'est pas un gage de démocratie. Effectivement, au moment où la plupart des chefs d'État, il y en a beaucoup, surtout chez les francophones, qui essayent de changer la Constitution pour se maintenir, il me semble que c'est vraiment un geste salutaire qui peut permettre les autres de regarder l'avenir autrement. Mais en tout cas, c'est très très rare que ça se passe en Afrique. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné, le Botswana est l'un des pays les plus démocratiques d'Afrique, mais il y a un pays aussi, il va falloir que vous fassiez un jour une émission là-dessus, qui est très très démocrate et démocratique si on veut, c'est le Cap-Vert. Le Cap-Vert aussi a une tradition démocratique qui est très très enracinée, et il me serait particulièrement agréable qu'un jour vous parliez de ce pays. C'est la Réunion aussi. C'est vrai. C'est vrai que ce pays mérite une émission particulière. Nous l'avons fait il y a quelques semaines. L'île Maurice aussi, alors, le président Ian Khama cède à son successeur Massissi, un pays classé 28e sur 168 selon l'indice de la perception de la corruption. On verra dans la suite de l'émission que le pays, en termes de clarté, en termes de gouvernance, en termes de rigueur dans la gestion de la chose publique, dépasse de loin les pays comme l'Espagne et l'Italie. Ça vient d'où, cette rigueur que les Botswanais ont dans la gestion de la chose publique? Moi, je pense que cette rigueur vient de l'ère des colonisations. Parce que si vous regardez les sociétés traditionnelles africaines, c'était des sociétés moins corrompues. Et c'est la colonisation occidentale qui nous a ramené la corruption. Tandis que les Botswana, qui a été sous colonisation britannique, qui à une certaine époque était géré conjointement avec les Swaziland, l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne ne savait pas exactement quoi en faire. Si vous regardez aujourd'hui, une bonne partie de la population botswanaise qui parle la langue tswana se trouve en Afrique du Sud. Donc moi je pense qu'au niveau de la colonisation et lors de la décolonisation, on a laissé les Tswana vivre leur culture africaine. On les a moins corrompus par l'apport de la culture occidentale. Et c'est ce qu'ils ont continué jusqu'à aujourd'hui. C'est juste 2 millions de personnes, 2 millions, je crois, 209 208 2 millions, 250 000 à peu près. À peu près habitants. Le Gabon a 1 million d'habitants, mais très corrompus. Ah, j'en sais rien. Voilà. Non, le Gabon est un pays très corrompu. Je ne suis pas celui qui fait le classement des pays corrompus. Bon, j'ai regardé quand même les classements de Transparency International. Je vais juste mettre en parallèle, en fait. Si on regarde les Congo-Brazza, les Gabon, c'est des pays très corrompus. Mais quand on regarde, par exemple, le Botswana, ce n'est pas un pays qui n'est pas corrompu. C'est dû tout simplement au fait que la colonisation britannique a laissé les Tswana et les autres garder un peu leur culture africaine. Ils n'ont pas été trop marqués par la colonisation britannique sur le plan culturel. D'où, par exemple, les danses que nous venions de voir. C'est une tradition que, dans beaucoup de pays, on a perdue. Alors, vous êtes en train de nous expliquer que les substrats culturels et historiques en sont pour quelque chose. Est-ce qu'on peut considérer effectivement que, parlant justement du rapport au pouvoir et à la chose publique, les anglophones ont une approche différente des francophones? En général, oui. Mais pour revenir à ce que vient de dire M. Maïzo, il y a eu 2 phénomènes qui ont fait que les Botswana est ce qu'il est aujourd'hui. Premièrement, c'était un pays pauvre, ce qui fait que les Anglais ne l'ont pas
colonisé de la même façon, avec beaucoup d'ardeur que les autres pays riches. C'est un pays où n'est pas pauvre, vous voulez dire. À l'origine. À l'origine, oui, pauvre. Trois tiers, les trois quarts du territoire, c'est le désert. Voilà. Et deuxièmement, ils se sont appuyés sur les systèmes traditionnels basés sur les palabres, parce qu'il y avait une sorte de, on appelait ça, c'est Gotla ou quelque chose comme ça, qui permettait aux gens de palabrer et de faire remonter les desiderata au roi. Et deuxièmement, ils se sont appuyés sur l'Assemblée, et c'est d'ailleurs le premier président, le papa le président des missionnaires, qui a mis en place l'Assemblée des chefs coutumiers, qui jouait aussi un rôle très très important. Et puis il y a eu le patriotisme et la volonté politique de tous les dirigeants qui sont passés. Mais c'est le premier président qui a tracé vraiment les sillons de ces pays, qui fait que tout le reste suit le même schéma, quoi. C'est vraiment ces deux contextes qui ont fait que ces pays... Il ne faut pas oublier qu'en 1966, le Botswana était l'un des 3 pays les plus pauvres du monde. Les plus pauvres du monde. Et quand on voit ce qui est devenu des pays prospères, voilà. En tout cas en termes de lutte contre la pauvreté, ils ont fait beaucoup d'efforts, 19% seulement de taux de pauvreté. Et un des rares pays à être sorti des pays les moins avancés, hein, un des rares pays africains qui est sorti de cette catégorie pour aller dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. Un des rares. C'est un contre-exemple finalement, madame, que nous avons là avec le Botswana, pour ceux qui pensent que l'Afrique n'est pas prédisposée à exercer la démocratie. Ou bien vous pensez, comme beaucoup, que c'est l'exception qui confirme la règle? Pas du tout. Je vous dirais simplement que l'Afrique est prédisposée à tout, l'Afrique est capable de tout. Et donc cet exemple montre que nous sommes capables du meilleur et nous y parviendrons. De toute manière, le Botswana a fait de la diplomatie préventive un de ses chevals de bataille, et elle réussit bien. Par rapport à ce que vous aviez dit, la culture, il compte beaucoup. La langue Tswana est parlée par 90% de la population, bien que la langue anglaise soit la langue officielle. Oui. Ils tiennent beaucoup à leur culture. Toute la construction du pays, l'émergence du pays est partie de là. Et effectivement, la découverte des minerais, etc., a fait que, ayant trouvé donc la base, une bonne gouvernance, les personnes disposées à exercer une bonne gouvernance, et aussi avec la culture ancestrale africaine, ils ont fait, ça fait une bonne conjugaison pour obtenir ce que nous avons aujourd'hui. Que même avec nos propres cultures, nos propres langues et nos biens, et si donc la population, donc la société civile, la population et les gouvernants s'y mettent, on arrivera à tout ce que nous voudrons faire de notre Nouvelle-Afrique. Alors, Kewin Maïzo, le Botswana, c'est votre voisin puisque vous êtes de la RDC. Peut-on dire qu'il y a un État-nation au Botswana? Généralement, on cite les affinités ethniques comme obstacle à la transparence et à la gestion objective du pouvoir. Comment ce pays réussit-il à échapper à ça, puisque le président réussit à imposer la rigueur, le respect des principes et des règles générales de vivre ensemble et de la gestion de la chose publique? Comment ça se fait qu'ils réussissent à transcender les appartenances ethniques et à concevoir la chose publique comme étant la chose de tous? C'est simple à percevoir. Déjà, vous regardez, le territoire, il est énorme, mais très peu peuplé. Oui. Donc, ils sont 581 km². Oui, un peu plus que la France, pour à peu près 2 millions d'habitants. Donc, la densité, c'est à peu près 3 personnes au kilomètre carré. Oui. Donc, c'est une population très réduite. Ensuite, une bonne partie du territoire est désertique. Donc, il y a 2 choses qui émergent dans cela. C'est besoin de protéger à tout prix la nature, parce qu'ils sont conscients que la nature est précieuse, et c'est besoin de se serrer les coudes. Vous savez, on les a trimballés un peu à gauche, à droite, ils ne savaient pas où ils étaient, en fait, par rapport à l'Afrique du Sud. Parce qu'à l'époque, la Grande-Bretagne, comme je l'ai dit au début, il y avait une gestion commune de toute cette partie, les Swaziland, on ne savait pas, ils devaient être en Afrique du Sud ou pas, et on les a même séparés. Donc les Tswana qui sont restés au Botswana avaient compris que la prospérité, la survie du peuple botswanais dépendait aussi du respect des minorités. Parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient dans la même barque,
les déserts, ils étaient menacés d'une part par la pauvreté, de l'autre part par les déserts. Donc, ils devraient se serrer les coudes. D'autant plus que même les peuples qui parlent d'autres langues, ils ont, sur le plan culturel, ils réfléchissent de la même façon. C'est des cultures qui se ressemblent. Il n'y a qu'une petite différence linguistique. Mais au niveau culturel, c'est la même chose. Ce qui a fait que, à partir de l'indépendance, ils se sont tous focalisés pour la lutte pour le développement, plutôt qu'à se livrer à des querelles intestines. Et le premier président avait quand même une très forte personnalité. Et il a réussi à fédérer tout le monde, à mettre la paix. Voyez par exemple un phénomène que je tiens à souligner. S'il vous plaît. Il a été président. Son fils est président et un autre fils est ministre du tourisme. Ça ne dérange personne au Botswana. Parce que culturellement, ils savent que les gens sont au service du pays. C'est ça. Mais si c'était dans un autre pays africain, on aurait eu de sérieux problèmes. On parlerait de gestion clanique et familiale du pouvoir, mais dès lors, effectivement... non, ils ont déjà dépassé ces stades et ils sont quand même assez évolués sur ce point. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour parler du bilan économique du président Yamna Kama. À tout de suite.